c'est un traumatisme qui m'a fait dire assez rapidement, mais c'est pas possible en fait que quand on veuille financer l'innovation, quand on veuille financer l'économie française, on en vienne, quand on rencontre certains professionnels, à se voir refourguer des produits aussi mauvais. D'ici 2026, l'encours sous gestion des fonds d'investissement en infrastructure dépassera celui de l'immobilier. Sur les marchés financiers, ce qui fait la valorisation, c'est l'offre et la demande, plus effectivement les inputs des analystes qui viennent guider les investisseurs. Quand tu es sur du non-coté, quand tu es sur un fonds de private equity, ce qui fait en fait la valorisation, c'est la valorisation intrinsèque des boîtes qui sont financées. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Et si les actifs réellement performants n'étaient pas ceux que l'on te propose sur les plateformes d'échange ? Quand on est investisseur, on aime bien aller chercher des actifs peut-être moins faciles à trouver mais qui dégagent un bon ratio risque-rendement. Et à ce titre, il y a un type d'actifs qui mérite, je pense, qu'on s'y intéresse, ce sont les actifs non cotés, donc investissement dans le private equity, infrastructure ou immobilier d'entreprise principalement. Les actifs non cotés représentent aujourd'hui 20% du patrimoine géré des familles fortunées en France, c'est quand même un signe. Alors comment aborder ces actifs non cotés dans son portefeuille et quelles informations doit-on connaître au préalable pour y investir avec discernement ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Souleymane Jean Galadima, notre invité du jour, qui est cofondateur et directeur général d'AlphaCap, une plateforme d'investissement en ligne dédiée à l'environnement non coté. Au cours de la conversation, on verra quelles sont les différences entre l'investissement private equity, infrastructure et dans l'immobilier, pour quel type d'investisseur chacun de ces supports est-il le plus adapté, quels sont les modes d'accès aux actifs non cotés, et pourquoi le private equity surperforme la plupart du temps l'investissement en bourse, pourquoi investir en IMO dans les fonds professionnels plutôt que via des SCPI, et pourquoi ne pas avoir de crypto en portefeuille est une erreur aujourd'hui. Tu l'entendras, Souleymane est très didactique et clair quand il parle de ces sujets, ce qui devrait te permettre à l'issue de la conversation de mieux comprendre les enjeux de ces supports d'investissement. Et avant de commencer, je te rappelle que tu as les moyens de donner de la visibilité et de la crédibilité à ce podcast, ce qui m'aide toujours à dégoter pour toi des invités toujours plus inspirants et intéressants. Pour exercer ce super pouvoir, tu peux t'abonner à ce podcast, placer un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ou le partager sur les réseaux. C'est gratuit et ça fait toute la différence. Allez, sur ce, on démarre notre conversation sur les actifs non cotés avec Souleymane Jean. C'est parti. Salut Souleymane, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco. Merci beaucoup d'être là, de bon matin. On fait pas souvent des podcasts le matin. mais pourquoi pas finalement. C'est cool, ça donne de l'énergie pour la journée. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast pour parler un peu de ta zone un peu d'expertise et de parler d'actifs, de types d'investissement peut-être que les auditeurs n'ont pas encore beaucoup d'affinités avec. Mais avant de commencer, peut-être que tu pourrais te présenter en fait aux gens qui te connaissent pas. Avec plaisir, merci Paco et merci de cette invitation. Alors je suis Souleymane Jean Galadima, j'ai 40 ans, père de 2 enfants et je suis le cofondateur et directeur général d'AlphaCap, qui est une plateforme d'investissement en ligne dédiée à l'environnement du non-coté, qu'on appelle aussi les actifs réels, tout ce qui est capital investissement, dette privée, infrastructure, immobilier d'entreprise. Et j'ai eu la chance de cofonder cette société avec mon associé Baptiste Saint-Martin, que j'ai rencontré chez Mata Capital, qui est une société de gestion de portefeuille dédiée à l'immobilier, où on est parti finalement du constat assez simple, qui est que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui cherchent à se diversifier, cherchent à découvrir en fait les secrets de cette classe d'actifs, mais contrairement au marché financier où en gros en 3 clics sur Boursorama tu as accès à toutes les informations, on s'est rendu compte que dans l'environnement du non-coté c'était beaucoup plus compliqué et c'est la raison pour laquelle on a voulu lancer cette société avec voilà des parcours et des profils assez complémentaires. Moi j'ai démarré ma carrière chez IBM sur les gros systèmes, donc plutôt dans l'ingénierie, domaine assez éloigné de la finance, mais qui me permet aujourd'hui de comprendre un peu mieux les enjeux technologiques des boîtes dans lesquelles on investit. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de cofonder une précédente startup qui s'appelle WeSeed, qui fait du crowdfunding, qui faisait partie des précurseurs d'ailleurs du crowdfunding en equity, qui finançait des startups. Et ensuite, on a pivoté sur la dette mezzanine, le financement de promoteurs immobiliers et de marchands de biens. Et effectivement, ensuite, j'ai rejoint le monde de la gestion d'actifs avec cette très belle maison qui est Mata Capital. Et aujourd'hui, voilà, je suis ravi, je remercie encore de cette invitation et de pouvoir partager notre expertise sur ce sujet ô combien passionnant qu'est le non-coté. Je savais pas que t'avais cofondé WeSeed également. Toi, ton parcours, tu disais que c'était dans les systèmes, dans l'ingénierie. Qu'est-ce qui t'a amené finalement enfin, là, on est quand même dans la gestion des finances perso. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait?
Écoute, alors moi je bossais pour un groupe de conseillers anglo-saxons qui s'appelle The Hackett Group, qui est un groupe américain qui était spécialisé dans l'optimisation du BFR, le besoin au fonds de roulement, donc c'était de la finance opérationnelle. Et je parcourais l'Europe et le monde pour optimiser les créances clients, les créances fournisseurs, les gestions de stock effectivement de nos différents clients, de différentes cibles. Et très rapidement, en fait, j'ai réalisé que j'étais un des rouages de la chaîne et que finalement, les grosses décisions, elles se prenaient plutôt au niveau de la direction financière et souvent plutôt même au niveau des boards, des fonds d'investissement qui étaient actionnaires, en fait, des boîtes pour lesquelles on réalisait ces missions. Et donc, j'avais un peu cette frustration de pas avoir une vision globale du métier que je faisais. Et donc j'ai repris les études en fait à 30 ans et là j'ai fait un master de corporate finance pour vraiment comprendre en fait cet environnement des marchés financiers, des marchés non cotés, de l'ingénierie financière, et c'est à l'issue finalement de cette expérience que j'ai découvert le monde du capital investissement, que j'ai eu envie de le rejoindre mais dans un environnement plutôt start-up et donc j'ai pu rejoindre WeSeed. Alors je suis rentré comme numéro 4 hein. J'ai rejoint Nicolas Serres et Thierry Merkel qui avaient déjà bien charbonné et bien débroussaillé cet environnement, parce qu'il faut se rappeler que en 2012, il y avait aucun cadre réglementaire sur le crowdfunding. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes premiers investissements de start-up, mes premières lectures de packs d'actionnaires, mes premières négos de valorisation. Et voilà, et depuis, j'ai toujours pas décroché et je suis toujours autant passionné. D'accord, ouais, donc on voit comment t'as fait cette migration. Et alors le non-coté finalement, il est venu à toi aussi, ce segment-là, aussi un peu de circonstances, c'est ça aussi, ou est-ce que tu as déjà vu des atouts, qu'est-ce qui fait, on peut peut-être commencer par là, vraiment l'intérêt ou la puissance en fait du non-coté, si tant est qu'on puisse l'opposer au côté, ou est-ce que c'est un truc vraiment volontaire de ta part de t'orienter sur cette niche-là en fait? Oui, alors je pense que c'est purement volontaire et si je reviens encore un peu en arrière, je pense que toute décision, toute passion est des fois liée un peu à des traumatismes et j'en ai eu un, mais c'est toute proportion gardée bien entendu. Mais en sortie d'école d'ingénieur, la première année de jeune cas dynamique à IBM, ma mère était cliente d'une soi-disant banque privée locale. Je suis originaire de Montpellier et la conseillère clientèle, dont je tairai le nom et dont je tairai le nom de la banque, lui a conseillé en fait d'investir dans ces fameux FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Bon, je connaissais pas grand-chose encore à l'époque à la finance. Ma mère et moi, on a signé, on a mis nos modestes économies. 13 ans après, puisque déjà c'était une maturité à 10 ans, ça a duré 13 ans. Certes, on a eu une réduction d'impôt à l'époque qui était de 25%, sauf qu'on est sorti avec moins 30% en fait de moins-value. Et la banque a eu l'amabilité de ne pas faire souscrire en fait au nominatif pur, c'est-à-dire en direct dans le fonds, mais via un compte titre. Et donc en plus de ça, quand j'ai eu sorti tous mes comptes en fait, parce que j'avais plus aucune relation à la banque et que j'ai dit je veux clôturer mon compte titre, elle m'a dit non, tant que le fonds est pas liquidé, monsieur Galadima, vous allez rester chez nous. Donc en gros, je me suis tapé 13 ans de frais sur un compte titre avec une banque, j'avais plus aucune relation. Donc je pense que je suis plutôt à moins 40% de pertes sur cette opération. Et en fait, ça c'est un traumatisme qui m'a fait dire assez rapidement, mais c'est pas possible en fait que quand on veuille financer l'innovation, quand on veuille financer l'économie française, on en vienne, quand on rencontre certains professionnels, à se voir refourguer des produits aussi mauvais. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai très vite en fait appris de cette erreur et me suis passionné sur ce monde du private equity, ce monde du non-coté qui en fait est malheureusement difficile d'accès par rapport au manque d'informations. Enfin, je mets au défi quiconque qui est pas spécialisé de comparer un FCPI avec un FCPR ou avec un FPCI, et d'ailleurs même dans la terminologie on pourrait mieux faire. Et pour autant, c'est un sujet de diversification qui est excessivement puissant, surtout quand on voit aujourd'hui la volatilité des marchés financiers. C'est un sujet quand les fonds d'investissement et quand les gérants sont bien sélectionnés, qui sont néanmoins excessivement performants. Et je pense dans ces périodes aussi, in fine, de réflexion des nouvelles générations sur le sens à donner à leur épargne, je trouve qu'il n'y a rien de plus valorisant quand on finance un fonds qui lui-même en fait finance de belles boîtes, de se dire qu'on a participé à la croissance de champions français ou internationaux. Et j'aime bien prendre notamment le cas de Doctolib, dont on a tous effectivement profité des fabuleux services pendant la période Covid. Et on était ravis d'avoir une boîte française avec des données stockées en France, une boîte qui a pu échanger avec le gouvernement et nous rendre effectivement des services exceptionnels. Donc en ce sens, oui, si on parle du private equity, qui est un des pans du non-coté, c'est une éclate active que l'on adore, mais c'est très large puisqu'on y reviendra dans nos échanges. Mais il y a plein d'autres dimensions dans le non-coté que sont l'immobilier, la dette privée, l'infrastructure, qui sont tout aussi intéressants dans une recherche de diversification. Donc si je comprends bien, ouais, finalement, toi ton traumatisme en fait, c'est le fait que de base
dans ton approche, tu voulais investir dans des choses qui avaient du sens, si je comprends bien, en fait, dans le sous-jacent. Enfin, tu croyais investir, directement. Évidemment, en fait, et ce qui t'a bloqué, c'est ce pourquoi tu t'es engagé derrière, c'est justement la gestion de l'intermédiaire, en fait, l'intermédiation avec un véhicule d'investissement qui n'était pas approprié, un conseil qui n'était pas approprié. Donc, en fait, toute la mécanique, la machine qui entoure et qui bloque en fait l'accès direct des épargnants que tu étais avec le produit sur lequel tu comptais investir. C'était un petit peu ça que tu voulais un petit peu changer, hein, quoi. C'est exactement ça, c'est toute la chaîne de conseils et de structuration était malheureusement mauvaise et après il y a quand même une règle que l'on conseille aujourd'hui à nos investisseurs qui investissent via AlphaCap et que je me fais fort de suivre à titre perso aussi aujourd'hui, c'est d'être toujours extrêmement vigilant au sujet de défiscalisation, puisque le FCPI, donc le fonds commun de placement d'innovation, ou les FIP, les fonds d'investissement de proximité, offrent certes en fait une grande réduction fiscale à l'entrée, mais sont tellement contraignants en termes de frais, en termes de gouvernance, en termes de territoire d'investissement, que même le meilleur des gérants aurait du mal à aller chercher de la performance. Donc c'est des véhicules, il en existe quelques-uns, quelques rares sur la place qui offrent de la performance, mais c'est malheureusement souvent des véhicules qui derrière la défisque et en plus avec les frais de distribution génèrent malheureusement souvent des moins-values et parfois assez conséquentes. C'est marrant, j'ai l'impression que tu parles du Pinel en immobilier. C'est le même principe, quoi. En fait, on appâte les gens avec une réduction d'impôt potentielle et on base le pitch commercial sur cette donnée-là qui est très largement, comme tu l'as dit, compensée par les pertes sur la performance intrinsèque. Ça d'ailleurs, sur ces produits-là typiquement, est-ce que encore aujourd'hui, les choses ont changé sur ces choses-là, ou est-ce que les produits sont toujours aussi mauvais en fait? La réalité, c'est que je te dis, à part quelques rares maisons, et à la limite que je peux citer ici, parce que une des valeurs ajoutées d'AlphaCap, c'est de faire ce gros travail de due diligence en amont des fonds, de leur track, la structuration des fonds, des frais. Tu vois, typiquement, il y a des gens comme Eiffel Investment Group qui, sur les FCPI, peut encore arriver à aller chercher de la performance, ou Vatel Capital qui font aussi des choses intéressantes. Mais sinon, clairement, la grande majorité des précédents millésimes et des autres maisons sont sur des niveaux de performance particulièrement mauvais, et il y a le marché qui est en train de changer, puisque il y a un nouveau véhicule qui fait beaucoup parler de lui et que l'on distribue notamment à nos investisseurs qui n'ont pas forcément la capacité d'investissement de rentrer dans les fonds professionnels. C'est les fameux FCPR, les fonds communs de placement risque, qui présentent en fait une structure de frais bien inférieure et qui, pour certains, puisqu'il existe des FCPR fiscaux, offrent un peu d'avantage fiscal, mais à la sortie. C'est-à-dire en fait, il y a une exonération d'imposition sur les plus-values sur les FCPR fiscaux. T'as pas d'exonération sur les autres typologies d'FCPR, mais à minima t'es à la flat tax, t'es au 30% puisque c'est des valeurs mobilières. Et voilà. Et là, on peut avoir vraiment des performances intéressantes qui sont entre 7 et 10% sur des maturités qui sont entre 5 et 10 ans sur ces véhicules. Ok. Pendant qu'on y est sur les fonds, justement, l'intérêt d'utiliser ces fonds, si je comprends bien, finalement, quand on investit au travers de ces fonds-là, bon, il y a l'avantage fiscal, c'est un petit peu l'avantage, le seul ou le grand avantage d'investir au travers de fonds et pas directement. Si je comprends bien, il faut quand même bien regarder ce qui s'entoure, parce que pour pas se faire manger sa performance par les frais et autres. C'est ça en fait en gros le travail qu'il faut faire quand on investit dans les fonds. On a l'avantage fiscal, mais d'à côté il faut faire très attention parce qu'on est laissé à soi-même par rapport aux frais. Exactement. Alors, je peux te décrire un tout petit peu notre grille de lecture, notamment quand on passe, comme on dit, à la moulinette en fait, les fonds d'investissement que l'on référence sur AlphaCap. Le premier élément généralement d'analyse est naturellement la stratégie du fonds. Est-ce que déjà on croit, on a une conviction en fait sur la stratégie d'investissement. Dans le domaine du private equity, aujourd'hui, on a plutôt une préférence pour nos investisseurs sur tout ce qui est capital développement plutôt que le capital risque. Il peut y avoir des opportunités dans le capital risque, mais voilà, c'est des boîtes qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont pas encore rentables, où la valorisation est difficile à appréhender, et on considère que pour quelqu'un qui découvre le private equity, qui a envie d'investir dans ce domaine, le capital développement, que ce soit en growth ou en LBO, nous paraît plus pertinent. Ensuite, on va regarder la société de gestion. Est-ce qu'elle est depuis combien de temps elle existe? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de turnover, de rotation des équipes? Quel est le track record surtout de ces équipes et sur les précédents millésimes? Et ensuite, on va aller ce qu'on appelle deep dive au fin fond des statuts et des règlements du fonds pour regarder en détail, notamment la structure de frais. Et c'est vrai que souvent les investisseurs ont tendance à oublier un élément clé dans les frais, c'est que t'as une des structures de frais, la commission de gestion sur le fonds, qui est une commission annuelle et qui a un énorme impact parce que c'est des fonds qui ont une durée assez longue. C'est-à-dire en fait entre 2 et 3%
enfin entre 2 et 3% de commission de gestion, ça fait simplement 1% d'écart, mais sur 10 ans, c'est 10% de la performance qui s'envole. Donc on explique effectivement aux investisseurs que cette structure de frais, elle a un impact forcément sur la performance, et accessoirement elle peut aussi avoir un impact inverse, c'est-à-dire que sur un fonds qui sous-performe, si tu as des gros frais, bah tu sous-performes encore plus. Ensuite on fait beaucoup attention à ce qu'on appelle les alignements d'intérêts, notamment comment sont calculées, tu sais, les fameuses commissions de surperformance qui intéressent les gérants, les équipes de gestion si elles dépassent un certain niveau de performance. Il y a rien de plus insupportable que de lire en fait la documentation d'un fonds et où les gérants te disent notre performance cible c'est 8%. Par contre, dès 2% de performance, on commence à prendre la surperformance. Et là, on a envie de leur expliquer, c'est pas une commission de surperformance. Et donc ça, pour nous, c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'un fonds qui vise 8% de performance, il doit avoir ce qu'on appelle un hurdle, un seuil à partir duquel la surperformance est calculée, qui doit être de 7 ou 8% à minima, parce que ça s'appelle effectivement l'alignement d'intérêt, que c'est indispensable pour s'assurer que les équipes vont se démener pour aller chercher la performance pour les investisseurs. Et ensuite, le point que l'on regarde aussi, c'est les questions notamment de liquidité, de gouvernance. Comment en fait sont décidés les investissements et comment sont décidées aussi les questions de liquidité, parce que souvent dans les plaquettes, et c'est normal, il faut le synthétiser, mais on peut te dire ce fonds il est liquide à 5 ans ou il est liquide trimestriellement. Après il faut regarder est-ce qu'il y a des gates, c'est-à-dire est-ce que tu as des seuils qui te limitent cette liquidité, est-ce que tu pourras vendre toutes tes parts, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des frais de rachat. Et donc tous ces paramètres sont effectivement importants pour un investisseur pour décider effectivement et du moins minima déjà sur AlphaCap et nos équipes d'analyse pour décider si on référence ou non un véhicule. Après, un investisseur qui aurait effectivement envie de faire ce travail lui-même à partir des informations disponibles, heureusement la réglementation s'est quand même améliorée. De plus en plus de documents associés, je les trouve tout simplement des fois un peu illisibles. Tu vois, notamment le DIC-PRIPS, le document d'information clé pour les investisseurs, qui est le DIC dans notre jargon, qui est obligé d'ailleurs d'être remis par n'importe quel professionnel de la gestion de patrimoine quand il conseille un fonds. La difficulté en fait de ce document, c'est que premièrement, c'est souvent des termes assez techniques, juridiques, financiers, donc pour entre guillemets le néophyte, c'est difficile à appréhender et ça le projette pas forcément sur, je trouve, l'impact des frais sur son investissement, parce qu'on a des fois effectivement des frais un peu cachés au niveau des fonds d'investissement et c'est la lecture qu'AlphaCap peut amener. Mais néanmoins, le DIC-PRIPS permet à un investisseur un tout petit peu curieux et un peu on va dire rigoureux de comparer les fonds entre eux et d'identifier les fonds qui présentent un peu trop de frais par rapport à ceux qui au contraire essaient de limiter les frais pour aller optimiser la performance. Ça s'appelle comment tu dis, DIC-PRIPS? DIC-PRIPS, DIC, document d'information clé. Document d'information clé, d'accord, qui est disponible. Ok. L'horizon d'investissement sur un fonds, c'est parce que tu parlais de liquidité tout à l'heure, mais il y a un horizon défini de sortie, non? Ouais, alors c'est très variable parce que aujourd'hui nous on identifie 3 grands modes d'accès au non-coté et notamment le private equity. Le premier mode d'accès sur les petits tickets d'investissement, c'est l'assurance vie. Et en fait aujourd'hui certains des FCPR sont éligibles à l'assurance vie et dans certains cas l'assureur en fait garantit la liquidité. Donc typiquement même si ton FCPR a une maturité assez longue, tu pourrais faire des rachats partiels ou total de ton allocation en assurance vie et donc finalement sortir en fait assez rapidement, même si la réalité c'est que pour aller chercher quand même le maximum de performance, il faut respecter la maturité cible qui sur ce genre de fonds est quand même entre 5 et 10 ans. Quand tu es au nominatif pur, c'est-à-dire en direct sur un FCPR, là effectivement tu es collé, comme on dit, jusqu'à la liquidation du fonds. Mais c'est la durée aussi minimale et nécessaire pour investir dans une boîte, la faire grandir, évoluer sa valorisation et in fine aller chercher de la plus-value. Sur ensuite des fonds professionnels type les FPC, les fonds professionnels de capital investissement, qui sont accessibles uniquement aux investisseurs professionnels ou assimilés professionnels, donc ceux qui peuvent mettre un ticket minimum de 100 000 euros. Là, tu peux être sur des maturités, par contre, quasiment de 10 ans, voire 12 ans, parce qu'effectivement, on considère que les investisseurs ont la capacité d'attendre et que les gérants vont aller chercher vraiment la maturité la plus longue pour aller chercher le maximum de performance. Et pour donner un peu les ordres de grandeur, aujourd'hui, sur un FCPR en assurance vie, tu peux aller chercher entre 5 et 7% de performance de TRI. Sur un FCPR en direct au nominatif pur, tu peux aller chercher entre 7 et 10% de TRI. Et quand tu es sur des fonds professionnels, là tu peux aller chercher entre 10 et 15% de TRI. Alors mécaniquement, plus tu te rapproches aussi des fonds professionnels, plus la stratégie est sophistiquée et à la main des gérants, et donc potentiellement le risque est naturellement aussi plus élevé. Il y a pas de martingale dans l'investissement. Et tu vois, juste pour prendre un pas de recul aussi par rapport à tout ça, là, il y a effectivement, tu donnes des taux de rendement qui sont quand même intéressants, c'est clair. Mais
il y a un travail d'analyse qui est beaucoup plus important parce que non seulement tu analyses le fonds en tant que tel, c'est ce que tu nous as indiqué, hein, donc les frais, l'alignement des intérêts, la liquidité aussi, mais c'est un boulot en plus en fait. Et quel est l'intérêt finalement d'investir au travers de ces fonds? Enfin, quelle est la logique d'investir dans ces fonds? Est-ce que c'est l'accès tout simplement au sous-jacent qui ne serait pas possible sinon? C'est très intéressant comme question parce que quand j'ai rejoint comme directeur du développement Mata Capital, donc qui gère des fonds d'investissement immobilier, alors plutôt sur l'immobilier d'entreprise, et que j'ai dû démarcher des investisseurs particuliers, en particulier sur l'immobilier, une des premières réponses en fait négatives, c'est de dire mais pourquoi passer par un fonds? Souvent, moi, j'avais affaire à des investisseurs qui avaient des patrimoines assez conséquents, et des patrimoines immobiliers tout aussi conséquents. Et ils me disaient oui, non, mais moi, je suis capable de faire mes opérations tout seul. Pourquoi je vais déléguer? Parce que souvent, ce sont ce qu'on appelle des fonds discrétionnaires, c'est-à-dire que tu as une stratégie d'investissement qui est déterminée, mais après, ce sont les gérants qui décident et qui déploient effectivement la stratégie avec les capitaux qu'ils ont collectés. Mon avis sur le sujet est le suivant, c'est que premièrement, le fonds d'investissement te permet clairement d'avoir une diversification que je trouve difficile d'obtenir quand tu fais tes investissements en direct, sauf le faire à 200%. C'est-à-dire que ce soit sur un fonds d'investissement immobilier ou sur un fonds de private equity, à partir du moment où tu as 10, 15, 20 lignes, c'est-à-dire 20 participations, 20 sociétés ou 20 actifs immobiliers différents, tu es assis sur un portefeuille qui, même si une ou deux de ces lignes, de ces participations présentent des problèmes, globalement sera à peu près homogène et permettra donc de limiter le risque en capital. Quand tu fais 2 opérations immobilières en direct et que tu t'endettes en fait à titre perso, c'est des opérations qui sont très intéressantes, mais je pense, et c'est important, de le coupler aussi à des investissements via un fonds qui te permet effectivement d'avoir cette diversification. Le deuxième sujet, et tu l'as évoqué, c'est le sujet du sourcing. C'est est-ce qu'un investisseur particulier aujourd'hui est aussi pertinent, aussi puissant pour aller chercher le même sourcing qu'une équipe professionnelle avec 30 personnes qui bossent 5 jours sur 7, 12 heures par jour, qui ont peut-être des fois plusieurs milliards de track record, qui ont des apporteurs d'affaires dans les principales villes de France. Je pense que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, force est de constater, surtout maintenant sur des marchés qui sont de plus en plus compliqués, où il faut être excessivement réactif quand les bonnes opportunités se présentent, que ce soit en immobilier ou même en private equity, que cette expertise, ce track record en fait des gérants est excessivement intéressante pour pouvoir, malgré les frais du fonds, puisque investir dans un fonds, c'est accepter aussi qu'il y ait des frais supplémentaires, il faut payer le travail de ces personnes, mais je pense que le trade-off est plutôt à l'avantage du fonds, parce que malgré ces frais, les opportunités d'investissement et notamment moi je le voyais avec Mata Capital sur les questions immobilières, les décotes et les valorisations que des professionnels peuvent avoir sont très loin des valorisations que les investisseurs particuliers peuvent obtenir. C'est-à-dire que, si je grossis un peu le trait, des fois il y a des particuliers qui me disaient ouais j'ai fait une superbe opération, j'ai eu une belle décote, et quand je comparais ça aux décotes que les gérants de Mata Capital avaient, il y avait des deltas qui pouvaient être 10 à 20%, donc des deltas assez conséquents sur les conditions d'acquisition. Ensuite, il y a aussi la partie effectivement en amont du fonds, donc l'acquisition, le sourcing, mais après il y a toute la partie gestion. C'est-à-dire que c'est bien beau d'identifier un bel actif. Ensuite, il faut le gérer, il faut le repositionner. Quand tu es sur l'immobilier, que tu fais une opération de rénovation, il faut la rénover, il faut la déployer, gérer les sujets de permis de construire, gérer également les questions éventuellement techniques avec les entreprises générales et autres. Et donc ça demande du travail d'asset management, du travail de gestion. Et des équipes qui le font tout le temps ont forcément beaucoup plus d'expertise et d'efficacité que quelqu'un qui le fait à la sortie du boulot à 18h ou sur ses RTT. Pareil en private equity, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui tu as des gérants qui sont ce qu'on appelle hands-on, c'est-à-dire qui sont membres du board, du conseil d'administration, qui accompagnent les entreprises dans lesquelles ils financent, qui leur font profiter de leur expertise, de leur réseau, qui peuvent également les refinancer quand il y a peut-être un trou d'air. Et donc tous ces éléments visent effectivement à un niveau de performance qu'un particulier tout seul, aussi pertinent, aussi fortuné soit-il, aura du mal à mettre en œuvre parce qu'il aura d'autres sujets, il aura plein de participations, il aura peut-être pas envie de réinvestir dans une boîte qui perd du cash. Et le dernier sujet, c'est aussi la dimension entre guillemets réglementaire qui protège aussi les investisseurs, c'est-à-dire que quand tu donnes ton argent aux dirigeants d'une start-up en direct, est-ce que tu as la capacité vraiment de suivre comment cet argent va être déployé? Quand tu donnes cet argent à un intermédiaire en fait en immobilier qui est pas régulier, est-ce que tu es certain effectivement que cet argent sera utilisé à bon escient? On l'a vu en plus sur d'autres sujets comme les cryptos récemment. Et donc cette protection à la fois réglementaire et cette protection aussi de l'utilisation, des dépositaires, c'est-à-dire que dans les fonds d'investissement, les gérants
Ils ne peuvent pas partir avec la caisse. Ça, c'est un point que les particuliers ignorent. C'est-à-dire que tu as toujours un dépositaire qui peut être par exemple Société Générale, Private Banking, qui peut être par exemple Odo Services ou Crédit Agricole Services. Et en fait, ça veut dire que ce sont eux qui stockent l'argent. Et sur la base de la stratégie du fonds et des échanges entre les gérants et le dépositaire, ils viennent appeler les fonds pour les investissements ou ensuite les travaux ou les réinvestissements. Et donc, c'est aussi un élément de protection pour l'investisseur de savoir qu'il y a un tiers de confiance qui contrôle aussi l'utilisation des fonds qui est fait effectivement par les gérants, par le fonds d'investissement. Ok, intéressant. Donc finalement, oui, il y a cette interface qui est aussi intéressante. Donc l'argent, il est dans un compte escroc, l'anglais, hein, c'est-à-dire dans un compte séquestre à la Banque Société Générale, par exemple, et il est déployé uniquement sur un besoin d'investissement précis, sur de l'équipement ou autre, et le gérant peut pas se payer des vacances au soleil avec l'argent qui a été donné par les épargnants, par exemple. Exactement. Et il y a peut-être aussi, en t'écoutant parler, je me dis en termes d'accès aussi, parce que finalement, quand tu parlais de sourcing, c'est en fait trouver le besoin de financement auprès de sociétés licornes, enfin de sociétés à forte potentiel de croissance. Et du point de vue des sociétés aussi, je me demande aussi si effectivement toi en tant que particulier t'arrives avec ton petit billet, est-ce que t'es intéressant, tu vois, pour pour cette entreprise, est-ce que tu pèses rien du tout, donc il y a peut-être cette dimension là également, quoi. Ouais. Non, tu pèses rien du tout. Ouais, complètement, surtout quand on cible plutôt le capital développement, où là on est sur des tickets de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros à chaque fois qui sont investis dans les sociétés en question. Et premièrement, le dirigeant de la boîte, il a pas du tout envie d'avoir ce qu'on appelle une cap table, une table de capitalisation avec des milliers de petits porteurs, de petits investisseurs. C'est pour ça d'ailleurs que même les boîtes de crowdfunding en fait fédèrent ces investisseurs dans des holdings. Et deuxièmement, en fait, au-delà du cash que les investisseurs peuvent lui apporter, il y a toute la dimension réseau, expertise et ensuite sortie qui est intéressante. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entrepreneur, si demain je fais une augmentation de capital sur AlphaCap, idéalement, je vais identifier un investisseur en fonds qui va peut-être prendre une participation minoritaire, mais qui le jour venu, quand on aura suffisamment effectivement grandi, sera peut-être amené à racheter complètement la boîte et finalement me donnera ma porte de sortie. Donc un fonds d'investissement a cette capacité et lui permet de fait de pouvoir rentrer au capital de sociétés auxquelles les investisseurs particuliers, tant sur les problématiques de montant que sur les problématiques effectivement d'offres globales, ne sont pas en mesure de pouvoir fournir. Ok. Donc on comprend l'intérêt d'investir dans les fonds pour cette perspective-là, mais ça n'empêche pas, et j'imagine, c'est vrai que c'est un petit peu ce que tu payes en fait pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, c'est finalement les deux niveaux d'analyse dont on vient de parler. C'est non seulement le sous-jacent, c'est-à-dire quelle est la boîte, quelle est sa stratégie, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, tu vois, et ensuite aussi quel est le véhicule, est-ce qu'il essaie pas de monfler, est-ce qu'il y a pas des frais, est-ce que la gérant du fonds est bien alignée en termes d'intérêt, est-ce qu'il y a la liquidité derrière. Donc il y a quand même un boulot d'analyse qui est quand même plus important pour se payer tout ça, quoi, tu vois. C'est vrai, effectivement. Enfin, quand tu investis en direct, comme certains business angels ou certains acteurs qui font de l'investissement immobilier en direct, ton niveau d'analyse se restreint au sous-jacent, à la cible dans laquelle tu investis. Quand tu le fais, en effet, via un fonds, tu dois d'une certaine manière faire confiance dans l'équipe de gestion pour déployer la meilleure stratégie qui soit, pour déployer effectivement les fonds dans les meilleures cibles. Et effectivement, ton travail va être plus un travail macro, de comparaison des fonds entre eux, d'analyse de la situation de portefeuille et in fine de te faire une conviction. Et c'est ce qu'on essaie de faire au jour le jour avec AlphaCap. Je passe quasiment plus de temps moi à discuter avec des gérants et à lire des prospectus et des statuts plutôt que passer du temps avec mes investisseurs. Mais on a aujourd'hui une belle équipe commerciale maintenant qui accompagne les investisseurs pour pouvoir effectivement sélectionner ces fonds. Donc oui, ça demande du temps, ça demande de la rigueur. Aujourd'hui, les choses quand même tendent à s'améliorer. Clairement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 10 ans, c'était très compliqué si t'étais pas un très gros investisseur de demander par exemple un track record à une société de gestion avant de pouvoir investir. Aujourd'hui, même un particulier un peu rigoureux et un peu averti, il a toute légitimité avant d'investir de demander le track record des précédents millésimes, le track record des précédentes sessions. Et même de demander en fait à la société de portefeuille de lui faire peut-être une petite simulation. Tout dépend naturellement du ticket de l'investisseur. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui les sociétés de portefeuille qui aujourd'hui ont compris l'intérêt
du retail, qu'on appelle le grand public, pour aller aujourd'hui collecter des fonds aux côtés des investisseurs institutionnels. Vu qu'elles ont compris en fait cet enjeu, elles sont beaucoup plus enclins à être plus transparentes et effectivement à justifier le fait qu'elles soient meilleures que les autres, sachant que en plus quand tu parles du private equity, il y a un élément assez fondamental, c'est la grande différence en termes de performance entre ce qu'on appelle les meilleurs de la classe, le premier quartile, et malheureusement le dernier quartile, les moins bons de la classe, les cancres, si on peut les appeler ainsi. Parce qu'en fait, il y avait France Invest qui a fait une analyse là sur les 15 dernières années du private equity. Et en fait, sur le premier quartile, tu arrives à une performance moyenne annuelle qui est de 26%. Et quand tu regardes le dernier quartile, tu es à moins 4%. Et donc, tu vois, tu as un énorme écart type, ce qui revient à notre point initial, qui est de dire que l'analyse et la sélection des fonds est excessivement importante pour effectivement sélectionner les meilleurs fonds selon les stratégies dans lesquelles l'investisseur a envie de se positionner. Et là, en l'occurrence, pourquoi Dan écart-il en était négatif? C'était quoi ce qui a pêché là-dessus? Alors, ce qui pêche souvent quand tu regardes les fonds de private equity, c'est premièrement la structuration de leur portefeuille et les problématiques de pondération. C'est-à-dire qu'en fait, un fonds de private equity correctement pondéré, il va définir, par exemple, un maximum d'allocation sur une seule cible. Tu vas dire, voilà, je veux pas qu'une de mes cibles, en fait, représente plus de 10% de l'évaluation globale de mon fonds, ce qui fera un minimum, 10 cibles. T'as des fois des fonds qui sont, on va dire, beaucoup moins diversifiés, et une pomme, quand t'as un fonds par exemple sur lequel t'as une exposition à 30 ou 40% sur une cible, mécaniquement ça va être très très compliqué, même si tes autres cibles en fait performent, de pouvoir la rattraper. Donc ça peut arriver sur certains fonds, un premier cas entre guillemets de performance mauvaise voire négative. Après, tu as aussi des fonds qui sont allés chercher des niveaux de frais, on l'a évoqué, beaucoup plus élevés que ceux du marché, trop importants. Et malgré le niveau de performance, vu que tu grignotes par exemple les commissions de gestion et ensuite les commissions d'acquisition et de cession à chaque acquisition, ça peut très vite en fait monter sur des niveaux assez conséquents et venir grignoter la performance. Et ensuite, le dernier élément, c'est une question d'homme. C'est-à-dire que si malheureusement l'équipe de gestion a pas le réseau suffisant ou l'expertise suffisante pour faire du sourcing, mais qu'elle a néanmoins réussi en fait à collecter des equity, elle va quand même devoir en fait les déployer, parce qu'en fait elle est payée pour ça, donc il y a rien de pire en fait pour un fonds de pas déployer ses capitaux. Et si elle fait pas suffisamment preuve de sélectivité, c'est ce qui arrive des fois sur certains fonds, le résultat malheureusement est fatal. La performance n'est pas au rendez-vous. D'accord. Il y avait pas, c'était pas une coïncidence. C'était une coïncidence le fait que le dernier quartile là sur ton exemple était négatif. C'est pas par exemple, tu vois, sur la fin, il y a une commission qui est prise par le gérant qui fait que ça a tué la performance. C'est pas un truc comme ça en fait. C'était juste parce que à ce moment-là, il y a eu. Ouais. Non, parce qu'en fait, en plus c'est une moyenne de France Invest sur toutes les sociétés de gestion effectivement françaises, donc je ferai pas du tout d'amalgame, et je pense que chacune effectivement a sa raison et les circonstances qui ont expliqué cette situation. Après, je parle bien du dernier quartile, c'est-à-dire les derniers 25%. Ouais. D'accord. Oui, ok. J'ai compris. Ouais. Et je précise d'ailleurs pour terminer, c'est que sur le dernier quartile, il y a très probablement les fonds de défiscalisation. Il y a probablement les FCPI et les fonds d'investissement de proximité, les FIP, qui eux, effectivement, je pense, font tomber cruellement la moyenne. Il y a des fonds d'ailleurs qui sont à éviter absolument, de par nature en fait, sans se poser la question. Ouais, moi j'ai donné ma réponse, c'est-à-dire que je fais pas d'amalgame non plus, parce que comme j'ai dit, il y a deux sociétés de gestion de portefeuille avec lesquelles on travaille un peu, parce qu'on a des fois des investisseurs qui sont têtus, qui nous disent non, je veux absolument de la défisque, je veux mes 25%, je veux pas payer d'impôts, je veux pas vos FCPR. Donc on leur dit ok, on va faire le job et on va trouver effectivement ce que l'on considère comme étant le moins mauvais. Étant entendu que les deux sociétés de gestion pour lesquelles j'ai cité là en l'occurrence Eiffel Investment Group et Vatel, elles ont sur leur millésime précédent plutôt une performance. Mais clairement, moi je considère que pour quelqu'un qui veut aller chercher de la perf sur du private equity, qui veut vraiment les diversifier, évitez quand même ce genre de véhicule, acceptez de payer vos impôts, mais de les payer sur une plus-value qui soit conséquente et la plus conséquente possible. Dans un court instant, on revient sur les catégories qui font l'univers du no-côté, la comparaison fonds IMO plutôt que SCPI et la place à donner aux cryptos dans son portefeuille. À tout de suite.
Alors là, on a beaucoup parlé de la distribution, des mécanismes de conduit pour l'investissement au travers de ces fonds. Je voulais maintenant peut-être passer un peu sur le sous-jacent lui-même et reposer peut-être un petit peu le cadre et la question de l'intérêt, encore une fois, du non-coté par rapport au coté. Et enfin, on en a un peu parlé, mais qu'est-ce que constitue le non-coté chez vous en fait, et quels sont peut-être les attraits des uns et des autres de ces actifs. Alors on distingue 3 grandes catégories, l'immobilier, le private equity et les infrastructures. Il y a une 4e catégorie qui est la dette privée, mais la dette privée, comme c'est plus un instrument, en fait, elle peut s'appliquer en fait au private equity, à l'immobilier et aux infrastructures. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les plus grandes familles françaises, c'est une étude qui a été sortie par l'AFFO, l'Association française des familles office, montre en fait que les grandes familles, elles ont en moyenne plus de 20% d'allocations en fait en non-coté, et en particulier en private equity. Elles le font probablement pas par philanthropisme et donc c'est un réel outil de diversification et de recherche de performance, d'autant que, alors je suis toujours assez vigilant avec les performances passées, mais effectivement, quand on fait l'analyse sur les 20 dernières années, le private equity, l'indice du private equity surperforme les marchés financiers. Après voilà, il faut être toujours vigilant avec ce raccourci parce que le non coté est pour moi en fait un outil complémentaire au côté, c'est-à-dire que je pose pas les deux. Je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir son assurance vie, son plan épargne retraite et surtout son PEA pour optimiser voilà son enveloppe sur le côté et avoir en fait des enveloppes qui soient assez liquides pour pouvoir s'exposer, notamment voilà nous on adore chez Alpha Cap la gestion passive et les allocations d'ETF parce qu'on trouve que c'est le meilleur moyen d'aller chercher la performance sur le long terme. Mais en complément de ça, je trouve que le non coté offre cette diversification, offre surtout en fait une volatilité qui est bien moindre. C'est-à-dire que même en période de crise, quand tu regardes en fait les chiffres notamment de Cambridge Associates, même dans les années 96-97, qui ont été vraiment des années les plus compliquées sur le private equity au milieu des chocs pétroliers, en fait la performance était de 6%. Donc c'est bien inférieur aux 15% de performance moyenne sur les dernières années sur le private equity, et donc ça témoigne que c'est quand même une classe active qui est très résiliente, qui est moins volatile parce que aussi les valorisations se font de manière moins fréquente, c'est-à-dire que sur les marchés financiers, ce qui fait la valorisation, c'est l'offre et la demande, plus effectivement les inputs des analystes qui viennent guider les investisseurs. Quand tu es sur du non-coté, quand tu es sur un fonds de private equity, ce qui fait en fait la valorisation, c'est la valorisation intrinsèque des boîtes qui sont financées. C'est-à-dire que si tu as des PME et des ETI qui sont rentables, qui génèrent de la marge nette, en fin d'année, quand on valorise la boîte et donc on valorise le fonds et qu'on valorise les parts du fonds, même si tu as des paramètres exogènes, des situations de crise économique qui sont mauvais, même si le marché a peu confiance, in fine, la valorisation elle est scalée et donc elle est souvent moins volatile. C'est tous les ans qu'on peut réévaluer en fait, valoriser le private equity. Ouais, alors en fait ça dépend des fonds. T'as des fonds, par exemple, tu vois, ceux qui sont en assurance vie, des fois t'as des valorisations qui sont mensuelles. Mais la réalité c'est qu'en fait c'est plus des valorisations qui sont comptables plutôt que des vraies valorisations. La vraie valorisation en fait d'un fonds de private equity, en fait, elle a lieu une fois par an quand les comptes, les bilans, les comptes de résultats de toutes les participations ont été actés et qu'effectivement quand tu consolides tout ça, tu connais la valorisation du fonds et donc la valorisation de tes parts. Et donc effectivement, c'est plutôt une fois par an. Donc mécaniquement, tu as moins de volatilité et ça t'évite si toutefois tu es amené à devoir faire un arbitrage comme sur les marchés financiers, des fois malheureusement de devoir le faire au moment où la valorisation est la plus faible. Juste sur cette partie-là, parce que comme effectivement on sait pas de l'achat-revente, c'est pas du côté, en fait c'est pas en direct, je me pose la question comment c'est possible que les fonds comptablement arrivent à trouver une valorisation qui soit juste, étant donné qu'en fait il faut un acheteur pour que la valorisation soit vraiment réelle en fait. Elle est basée sur quoi cette valorisation comptable, et est-ce qu'elle est pas un peu déformée par rapport à la réalité, tu vois? Alors tout à fait, en plus ces dernières années avant le Covid, on a connu des niveaux de valorisation particulièrement élevés, puisque souvent en fait les valorisations se font en fait sur des multiples d'EBITDA, donc des multiples de résultats. Donc au moment en fait où les gérants du fonds en fait valident leur valorisation, et effectivement t'as une part quand même d'appréciation, de se dire ma boîte elle fait X millions d'euros de résultats nets. Aujourd'hui, je considère que sur ce secteur d'activité, imaginons, je sais pas, le cloud, sur des solutions SaaS, je suis à 10 fois l'EBITDA, et donc à partir de ce niveau d'EBITDA, je vais déterminer la valorisation de cette boîte, et donc après en agrégeant la valorisation du fonds. Mais comme tu l'as dit, ce multiple, en fait, le gérant quand il définit en se disant
parce que je considère que si je suis amené à céder ma boîte, l'autre fonds d'investissement ou l'autre acteur du marché qui va me le racheter va me le racheter effectivement à 10 fois l'EBITDA. Donc il y a une part effectivement d'influence de ce marché. Parce qu'effectivement, si demain tous les fonds décident qu'ils veulent plus acheter à 10 fois l'EBITDA mais à 5 fois l'EBITDA, il faudra effectivement que les gérants corrigent entre guillemets leur valorisation. Mais contrairement au marché financier, cette mise à jour, ces niveaux de correction se font en fait sur des fréquences qui sont beaucoup plus faibles. Et en fait, un gérant qui va racheter entre guillemets cette boîte, au-delà de la valorisation à l'instant T, va essayer d'identifier aussi le potentiel de croissance et de se dire bon, aujourd'hui ma boîte elle fait X millions d'euros d'EBITDA, mais en faisant notamment du build-up, tu vois, de la croissance externe, en changeant les équipes, en les accompagnant, en déployant l'international, quel niveau de performance supplémentaire je suis capable d'aller chercher et donc comment je vais améliorer ma performance. Et c'est là où je trouve que dans le monde du private equity, par rapport, tu vois, à des boîtes cotées qui ont des potentiels de croissance, certes, mais qui sont souvent des boîtes déjà assez mûres, leaders sur leur marché. Là, quand tu rentres, sur une boîte qui est en pleine croissance, ton potentiel, entre guillemets, de revalorisation est bien plus conséquent. Et c'est ce qui explique aussi en partie la très bonne performance du private equity. D'accord. Non, mais ce qui est peut-être fragile quand même un petit peu la comparaison l'aspect en fait de moindre volatilité que tu citais entre les deux, parce que qui est un petit peu, à mon sens, un petit peu biaisé dans le sens où on n'est pas sur le même horizon d'entrée et de sortie, donc la volatilité déjà de base elle est un peu là-dessus, ce qui fait que oui, parce qu'in fine la cession va se faire à 10 ans, donc la réalité de la valorisation se verra au moment de la cession. Et donc voilà, donc ça c'est je trouve un point important. Après, il y a la dimension aussi, on l'a dit au démarrage, de sens, d'impact qui je trouve intéressant dans le non-coté, en particulier dans le private equity, c'est de se dire que tu investis en fait dans dans d'économies réelles, c'est-à-dire qu'in fine, quand tu injectes du cash dans un fonds d'investissement, notamment de growth, il va injecter ce cash dans une boîte pour recruter, pour grandir, pour acheter de nouvelles machines, pour former ses équipes, pour conquérir de nouveaux pays, pour investir en R&D. Chose que quand tu achètes en fait une action sur le CAC 40, tu achètes une action à un autre porteur, mais t'injectes pas forcément du cash pour la croissance de la boîte. Et donc ça, je trouve ça, on est moins. Alors il y a toujours une logique de spéculation. Enfin, moi quand j'investis, mes investisseurs quand ils investissent recherchent de la performance, mais il y a aussi cette notion de sens qui est assez intéressante et qui permet de savoir quel genre de boîte tu soutiens et comment ça évolue, sachant qu'aujourd'hui se développe aussi, comme sur les marchés financiers, des logiques de fonds à impact. Tu vois, nous on aime beaucoup notamment une société de portefeuille qui s'appelle Mirova. On aime aussi une autre société de portefeuille qui s'appelle Demeter, qui investissent notamment beaucoup dans les questions de transition énergétique, de traitement des déchets, de ville intelligente ou des nouvelles aussi technologies en agroalimentaire. Et voilà, c'est des stratégies qui présentent aujourd'hui des performances aussi bonnes d'ailleurs que les autres secteurs d'activité, mais qui en plus contribuent, je trouve, à l'évolution de notre société. Comme on peut aussi l'avoir, on en parlera probablement aussi, le sujet dont on est des vrais passionnés, qui est le sujet effectivement des infrastructures, où tu peux aussi participer à l'amélioration entre guillemets de ces biens publics que l'on utilise au jour le jour, comme moi ce matin dans le RER pour venir au bureau. Tu as pu le constater, quoi. T'as eu un petit peu de fierté quand t'es passé là, j'imagine. Ok, non, c'est cool. Alors ça, c'est vraiment l'avantage du non-coté sur le côté. On comprend bien et je partage ces arguments. Je les trouve intéressants. Après, si on essaie justement de se baser sur le non-coté, quelles sont les différences peut-être d'un point de vue investissement, encore une fois, entre ces trois grandes familles, tu vois, private equity, immobilier et infrastructure? Les différences sont assez nombreuses parce qu'en plus sur chacune de ces catégories, tu as des sous-catégories. Typiquement, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, mais sur le private equity, on le distingue souvent en fonction du niveau de maturité de la boîte. C'est-à-dire, on va distinguer le capital risque ou capital innovation, où tu investis effectivement dans des startups, des boîtes qui sont en phase de démarrage, où tu as un niveau de risque qui est maximal, mais forcément tu investis au début, donc ta valorisation d'entrée est beaucoup plus faible et donc ton potentiel de performance est assez élevé. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le capital développement, où là tu investis plutôt dans des boîtes qui sont un peu plus mûres. Tu peux le faire ce qu'on appelle en growth, donc c'est-à-dire en fait en capital ou également via ce qu'on appelle les fonds de LBO, leverage buyout, qui viennent effectivement investir dans ces boîtes, prendre le contrôle de ces boîtes, mais avec notamment de l'equity et également de la dette. Et t'as aussi moi une catégorie du private equity que j'aime bien aussi, surtout en fait en ces périodes un peu de crise, c'est ce qu'on appelle le capital retournement, qui consiste aussi à racheter, à investir dans une boîte qui est un peu en difficulté, à la limite pas loin du dépôt de bilan, mais qui
pour laquelle tu considères qu'il y a des fondamentaux assez solides et que tu retournes, que tu repositionnes pour effectivement en faire aussi une success story. Donc le private equity est effectivement une classe d'actifs qui est excessivement riche, large, qui peut en plus se travailler de manière internationale. Parce que tu peux avoir le souhait d'investir dans des fonds de private equity français, européens ou beaucoup plus largement en fait mondiaux. Il est clair que le monde anglo-saxon a quand même une prédominance dans cet environnement avec des acteurs comme KKR, Blackstone et les autres sont effectivement des gros mastodontes. Mais le private equity français et européen en fait est très bon. Tu vois, t'as des beaux acteurs comme Apax par exemple dont on distribue certains des fonds qui sont effectivement de très beaux acteurs du private equity. Ensuite, effectivement, tu as le sujet de l'immobilier. Donc l'immobilier, on le distingue plus en fonction des sous-jacents. Donc tu as globalement dans des stratégies d'investissement qui sont plutôt des stratégies d'investissement sur l'immobilier tertiaire, l'immobilier d'entreprise avec les bureaux, les commerces, la logistique, l'hôtellerie et la santé-éducation. Donc tu vois, le champ des possibles est assez large. T'as des fonds qui sont très diversifiés, c'est-à-dire en fait qui vont investir globalement sur toutes ces classes d'actifs. Et au contraire, tu peux avoir aussi des fonds qui sont thématiques et donc qui vont faire que du bureau, que de la logistique. Ça va dépendre effectivement des stratégies. Typiquement, il y a plus de stratégies diversifiées, notamment dans les SCPI, qui sont des fonds grand public. Et tu as plutôt des fonds effectivement un peu plus spécialisés dans les fonds professionnels, comme les fonds professionnels de capital investissement, les FPCI qui peuvent investir dans l'immobilier. Tu as aussi les SLP, les sociétés de libre partenariat, notamment on est en train en ce moment d'en distribuer une qui est structurée par Mata Capital. Et tu as une deuxième également distinction dans l'immobilier qui consiste en fait à distinguer le niveau de risque des fonds dans lesquels tu investis. C'est-à-dire que tu as des fonds qu'on appelle core qui investissent en fait dans des actifs qui sont neufs, super bien placés avec des très beaux locataires, donc ils présentent un niveau de risque très faible et donc une rentabilité aussi beaucoup plus faible. Tu vois, ce qu'on appelle le rendement auquel effectivement les fonds achètent ces fonds core sont plutôt de l'ordre de 2-3%. Ensuite, dans ce qu'on appelle les stratégies core plus, donc c'est des actifs qui sont on va dire stabilisés, loués, mais qui présentent en fait un potentiel de création de valeur important, c'est-à-dire ça peut être des actifs qui sont dans des zones en devenir, ce sont des actifs sur lesquels peut-être le loyer est inférieur au prix de marché ou pour lesquels il faut faire quelques travaux, où il y a des opportunités d'extension. Et là en fait ça va être des rendements d'acquisition qui vont plutôt être entre 3 et 7%. Et ensuite, effectivement, tu vas avoir ce qu'on appelle les stratégies value add, donc à forte création de valeur, où là tu achètes plutôt des actifs un peu rincés, sur lesquels en fait tu as un besoin de soit de démolition, redéveloppement, ou ça va être de la rénovation lourde, ou ça va être des fois de la sortie de locataires pour ensuite démolir l'immeuble ou rénover et remettre de nouveaux locataires. Et là tu peux aller chercher par contre des niveaux de performance beaucoup plus élevés, puisque tu peux aller chercher des TRI qui sont entre 8 et 15% sur ce genre de stratégie. Donc ce qui est assez intéressant souvent dans l'immobilier, c'est que souvent on y assimile l'immobilier à l'immobilier soit résidentiel, soit on imagine qu'il y a que les SCPI. Et en fait, le monde des fonds d'investissement dans l'immobilier est très large, jusque même en fait aux foncières cotées, puisqu'effectivement il y a aussi des fonds immobiliers qui sont cotés sur les marchés financiers et qui peuvent aussi présenter un intérêt. Le truc qu'on aime bien en général en tant qu'investisseur IMO dans l'immobilier justement, c'est cette capacité qu'a cet actif à être vraiment malléable et à s'utiliser pour plein de dessins différents en fait finalement, et pour plein de projets. Et puis il y a un côté vraiment prise en main et entrepreneuriat avec cet actif qui permet d'aller dégager des choses, l'effet de levier notamment, etc. Je te pose du coup la question un peu simple de quelle est la différence quand on investit dans l'immobilier au travers d'un fonds. Je pense qu'on va plutôt chercher le côté patrimonial, la sécurité de l'actif par rapport à si on va dans le private equity. Pourquoi à ce moment-là ne pas aller tout simplement sur du SCPI où on a de l'effet de levier, on a un effet fiscal qui est quelque chose assez sûr et un track record assez long. Pourquoi aller chercher, si on va dans l'immobilier, quelque chose qui à la fois je peux entendre a peut-être plus de rendement que le SCPI si on parle de choses comme tu disais, les core plus ou value added, mais qui de l'autre côté en fait sur lequel on a moins de contrôle direct puisqu'on investit via un fonds. Et l'intérêt un petit peu de l'immobilier quand on va chercher du rendement, à mon sens en tout cas, c'est de pouvoir, quand on sait qu'on a un avantage concurrentiel, tu vois, sur quelque chose, une compétence qui fait qu'on va transformer le bien et on va lui donner vraiment le rendement avec un risque qu'on prend pour soi certes, mais qu'on maîtrise aussi, quoi, tu vois. Alors en fait la question c'est de voir l'intérêt d'aller sur des fonds professionnels versus les SCPI, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans l'immobilier, sur la case immobilier. Ouais. Ok, très clair. Alors moi je considère que ces solutions d'investissement s'adressent à des typologies d'investisseurs différents. Il y a une réalité, que ce soit dans le private equity, l'immobilier ou même les infras. En fait, c'est triste, mais
AlphaCap en fait travaille et essaie de un peu de gommer cette frontière. Mais c'est une frontière réglementaire, c'est-à-dire que tu as une grande différence entre les fonds grand public et les fonds professionnels, donc ceux accessibles à partir de 100 000 euros. Les SCPI, pour des gens qui ont, je trouve, moins de 100 000 euros à investir ou qui en plus éventuellement veulent investir en fait à crédit en finançant leur acquisition de parts de SCPI, sont un excellent sujet. Et d'ailleurs, on a vu pendant la crise Covid qu'elles ont maintenu un niveau de distribution tout à fait honorable. Elles offrent effectivement pour certaines d'entre elles un très grand niveau de diversification, puisque certaines ont plusieurs milliards d'encours, plusieurs centaines effectivement, voire plusieurs milliers en fait d'immeubles en portefeuille. L'inconvénient, néanmoins, c'est que ça reste en fait un véhicule d'investissement où premièrement le niveau de frais est quand même assez élevé. Il faut le reconnaître en termes de frais d'entrée, en termes de frais de gestion. C'est également une fiscalité, sans rentrer dans les détails du démembrement ou d'investissement via des sociétés, où la fiscalité, au titre des revenus fonciers, est quand même assez élevée. Et le dernier sujet, c'est que comme c'est un véhicule qui est régulé pour le grand public, il est excessivement normé. Tu vois, tu peux pas aller chercher du gros effet de levier dans une SCPI. Tu vois, la moyenne, je crois, de l'effet de levier des SCPI est de 13%. Alors que quand tu bascules sur le sujet des fonds professionnels, pour reprendre ces différents points, en commençant par l'effet de levier, sur un fonds value add, le fonds peut aller chercher jusqu'à 60 à 70% d'effet de levier. Donc en fait, c'est le fonds qui va s'endetter, tu as une mutualisation de la dette et ça t'évite effectivement, toi particulier, de faire cet endettement. Et donc si les sous-jacents sont bons, ça peut être effectivement un élément qui dope la performance, mais c'est aussi un élément de risque naturellement. Sur la dimension fiscale, par exemple, les FPCI et les SLP sont effectivement soumis à la flat tax et non au revenu foncier. Donc pareil pour des investisseurs particuliers qui ont un taux moyen d'imposition assez élevé. Ces fonds professionnels offrent effectivement ces dimensions fiscales intéressantes. Tu as aussi des spécificités fiscales sur ces fonds, notamment certains fonds value add qui sont exclus de l'assiette imposable à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est pareil pour des particuliers qui ont un gros patrimoine immobilier, qui veulent pas dépasser le seuil, il peut avoir un intérêt. Et tu as aussi des fonds qui sont ce qu'on appelle éligibles au régime fiscal de faveur, donc qui ont une exonération d'imposition sur les plus-values. C'est-à-dire non seulement de pas être au revenu foncier et de pas être à la flat tax, tu auras que les prélèvements sociaux de 17,2% sur ta plus-value, sur certains FPCI et SLP. Et le dernier également avantage fiscal, mais toujours en sortie, pas en entrée, je précise, c'est pour certains entrepreneurs, tu sais, qui ont vendu leur boîte et qui décident en fait de décaler leur imposition, certains fonds sont éligibles en fait au régime d'apport-cession, au fameux article 150-0 BTR, qui permet effectivement de décaler l'imposition sur les plus-values. Et pour revenir en fait sur la stratégie, pareil, les fonds professionnels ont beaucoup plus de latitude, beaucoup moins de contraintes en termes de diversification que peut avoir une SCPI. Donc c'est mécaniquement plus risqué, mais le potentiel de performance est peut être plus important, et c'est souvent aussi des fonds de capitalisation. Et donc ça, c'est le dernier point, et pour moi la différence majeure entre une SCPI qui est plutôt en fait un fonds de distribution. Tu vas aller chercher des revenus complémentaires, payés des fois mensuellement pour certaines SCPI d'ailleurs, par rapport effectivement aux fonds professionnels qui sont souvent plutôt des fonds de capitalisation. Donc tu vas chercher à faire grossir ton capital sur une maturité entre 6 et 10 ans selon les véhicules. C'est pas le même principe par rapport à ça. Tu récupères l'argent à la plus-value à sortie, donc c'est plus long terme, plus risqué, mais aussi plus de rendement potentiellement que les SCPI, plus d'avantages fiscaux. Okay. En gros, une SCPI en TRI, parce que la valeur liquidative évolue assez peu sur une SCPI, alors on va éviter le cas Quorum qui a des performances assez supérieures à la moyenne, mais sur les autres SCPI, t'es plutôt entre 4 et 5% de distribution. Avec la revalorisation, tu vas aller chercher 6% de TRI net avant impôt, je précise. Sur un fonds value add, effectivement, tu peux aller chercher 8-10% de TRI net. Donc voilà, on a quand même un gap de performance. Et quand tu parlais de Quorum, là, il y a un truc qui fait que Quorum c'est exceptionnel, ou si tu peux t'exprimer là-dessus. Non, je me permettrai pas. Je veux pas rentrer dans la polémique. Tu penses que c'est pas soutenable, quoi? Non, franchement, sur Quorum, je vais être factuel, et en plus, ça fait quelques années que je suis dans l'investissement immobilier, et donc j'ai entendu tout et son contraire sur Quorum. Ils se sont fait beaucoup critiquer en disant qu'ils allaient pas tenir leur performance. Faudrait constater, et factuellement, que les performances tiennent, que leur suivi de participation font pas apparaître effectivement de points particuliers. Après, je pense que il y a jamais de martingale dans l'investissement. Donc effectivement, s'ils ont plus de performance, c'est peut-être qu'ils prennent un peu plus de risques que les autres, mais il semble aujourd'hui que ce risque ils le maîtrisent et qu'ils arrivent à sortir leur performance. Donc pour des investisseurs qui réalisent en fait des allocations de SCPI, ça reste effectivement, je trouve,
un complément intéressant. Après, moi, j'ai pour habitude, quand on fait nous des allocations de SCPI avec nos investisseurs, avec qui d'ailleurs on essaie au maximum de réduire les frais d'entrée, on leur fait un peu de cashback. On a des SCPI qu'on appelle de fonds de portefeuille comme Épargne Pierre et autres, et après on peut aller chercher effectivement des SCPI de diversification un peu plus risqués. Et alors le troisième pilier le non-coté, hein, c'est l'infrastructure. Donc ouais, là j'imagine, et tu peux nous en parler, mais en gros que le gros aspect qui est intéressant sur cet actif-là, cette classe d'actifs, c'est l'aspect effectivement social, impact, par rapport aux activités réalisées grâce à l'argent qu'on y a investi. Tout à fait. On définit les infrastructures comme les actifs qui délivrent des services essentiels à la population. Donc c'est très très large. En plus, certains ne sont pas forcément d'accord sur les définitions, mais on va distinguer dans les infrastructures plusieurs catégories. Donc on va distinguer notamment toute la dimension transport aux personnes, donc tout ce qui est ferroviaire, aéroportuaire, etc. que l'on utilise. On va distinguer aussi la partie énergie, avec soit l'énergie conventionnelle ou l'énergie renouvelable, que ce soit la production ou la distribution. Il y a également la partie traitement des déchets, qui fait partie également des infrastructures. Il y a la partie filtration et distribution de l'eau, sachant que là, il y a un énorme potentiel, parce que il y a un chiffre qui est juste hallucinant. Il faut savoir que, par exemple, en Espagne, c'est 40% d'eau potable qui est malheureusement perdue dans les canalisations, et c'est 20% en France. Et donc, on a un vrai sujet aujourd'hui de rénovation de nos infrastructures. Et dans les infrastructures, tu as aussi toute la partie infrastructure sociale et culturelle, les écoles, les théâtres, etc. font partie aussi des infrastructures. Et naturellement, le dernier qui est actuellement en plein développement, sur lequel nous on invite nos investisseurs à investir, c'est la partie télécom, donc tout ce qui est déploiement de la fibre optique et autres qui font partie des infras. Après, au sein même des infrastructures, on distingue en fait deux grandes catégories en fonction de la stratégie des fonds. Il y a ce qu'on appelle les infrastructures vraiment tangibles, donc les fonds qui détiennent en fait en propre les infrastructures. Par exemple, le fonds qui va vraiment détenir par exemple des centrales photovoltaïques, et donc qui détient cet actif, versus les infrastructures ou les fonds d'infrastructure qui vont faire du private equity d'infrastructure, donc ils vont plutôt investir dans les opérateurs type Engie ou d'autres qui eux en fait opèrent ces actifs. Et donc il faut bien faire la différence, parce que mécaniquement, quand tu détiens l'actif, tes actifs tangibles, t'investis sur le rendement futur de cet actif, mais in fine il est construit ou pas construit. D'ailleurs, s'il est greenfield, s'il est pas construit, on dit effectivement greenfield parce qu'effectivement t'as un risque technique. S'il est construit, on dit qu'il est brownfield parce qu'il est effectivement stabilisé. Et ensuite, effectivement, donc de fait, t'as moins de risques quand cet actif en fait est stabilisé. Par contre, effectivement, quand tu investis dans du private equity d'infrastructure, en fait, c'est comme si tu faisais du private equity standard. Tu peux atteindre ce même niveau de performance, sauf que en fait, tu sais que le sous-jacent, la thématique dans laquelle tu investis est autour de l'infrastructure. Et là-dessus, les chiffres parlent eux-mêmes. Préquin qui agrège en fait toutes les data en fait sur nos côtés pense que d'ici 2026, l'encours sous gestion des fonds d'investissement en infrastructure dépassera celui de l'immobilier. C'est près du 1800 milliards effectivement qui sont ciblés, avec quasiment 50% des fonds injectés dans les infrastructures qui concerneront les énergies. Donc voilà, on considère que nous c'est un actif résilient, parce que même en situation de blackout, de fin du monde, en fait, les États seront en fait contraints de maintenir en fait l'utilisation de ces infrastructures, et donc entre guillemets la rémunération des opérateurs. Et c'est surtout en plus des sujets très long terme, parce que les concessions qui sont négociées sont sur des durées très très longues. Et avec en plus des fois des actifs qui durent très longtemps. La fibre optique, par exemple, ça a une durée de vie de 100 ans, en dehors effectivement de la maintenance sur les raccords que tu peux avoir, mais c'est des actifs qui sont effectivement très très longs. Non, effectivement, en tant que tel, l'infra, c'est énorme en termes aussi de variété d'activités, que ce soit des projets effectivement pas construits, utilities, etc. C'est vrai que de manière générale, et tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même un actif sur lequel donc la dimension impact est importante quand on investit en tant qu'investisseur. Donc on a vraiment l'impression de contribuer à la rénovation d'infrastructures. Ce qui est vrai aussi pour l'immobilier, mais peut-être encore plus pour l'infrastructure, parce que c'est réellement au service du public. Donc ça c'est assez clair. L'avantage aussi, c'est qu'on est très proche en fait par rapport à la nature stratégique des actifs des gouvernements, des pouvoirs publics. Donc on aura toujours ce soutien quand même qui est assez fort, et qui va assurer quand même une sorte de pérennité par rapport à l'actif, et une sorte de visibilité, parce qu'on est sur des projets qui se construisent, qui prennent des années, des décennies, voire même à être construits, pour après avoir des services qui peuvent durer 100 ans, etc. Mais de l'autre côté, un petit peu le revers de la médaille, en plus du fait que on est sur des actifs, sur ces greenfield qui est assez risqué, c'est justement peut-être aussi cette dépendance par rapport au pouvoir public, et au fait qu'il y a des projets qui ont historiquement capoté
pour des raisons de régulation, pour des raisons de changement de stratégie politique, etc. Et ça, c'est un risque qui, en tant qu'investisseur, est difficile à jauger parce que c'est complètement lié en fait à la couleur politique ou à la stratégie ou au gouvernement qui est en place et qui peut changer en fonction des années, alors que l'actif, lui, il est censé être construit sur des décennies, tu vois. Il y a un mismatch qui est compliqué à gérer. Tu fais un petit clin d'œil à Notre-Dame-des-Landes, c'est ça? Au passage, ouais. Ouais, au passage. Alors en fait, moi j'ai deux exemples concrets de projets effectivement qui soit pour des raisons politiques ou des raisons d'opposition de la population, légitime ou non, j'ai pas à juger ce point-là, mais ne sont pas allés au bout. Il y a effectivement l'aéroport Notre-Dame-des-Landes par exemple. Mais typiquement, si on rentre dans le détail des chiffres de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement une gabegie financière, mais la réalité, c'est que les opérateurs qui ont investi en fait en amont, à ma connaissance, ont été entièrement, effectivement, comment dire, dédommagés par l'État. Et tu avais eu aussi un sujet en 2013, tu sais, quand l'État a voulu mettre en place des portiques, voilà, pour les poids lourds avec les bonnets rouges qui ont décidé de les détruire. T'as quasiment 1 milliard qui avait été déployé et en fait tous les opérateurs qui s'étaient positionnés ont été aussi remboursés à l'euro près. Donc en fait aujourd'hui les États, enfin du moins occidentaux, sont tellement conscients du besoin et de l'importance de leur légitimité, de la confiance que les investisseurs vont avoir dans les pouvoirs publics pour investir dans ces infrastructures que je les vois mal aujourd'hui prendre de risques sur des gros sujets d'ampleur, entre guillemets, planter un fonds d'investissement sur un engagement contractuel. Après, il peut y avoir des questions de renégociation, tu vois, c'est le cas en ce moment sur les autoroutes, parce qu'effectivement, les opérateurs veulent indexer les péages sur l'inflation et le gouvernement est forcément un peu moins enclin à le faire. Donc après, t'as des négociations. Lors des renégociations sur les concessions, il peut y avoir des négociations assez dures. Mais le fait vraiment d'avoir une perte en capital pour un fonds aujourd'hui d'infrastructure sur le territoire français me paraît en fait très 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 improbable. Tu peux avoir plus de risques, notamment sur des pays en voie de développement, et encore que, parce que maintenant tu as aussi des mécanismes, notamment voilà avec la Banque mondiale, le FMI, etc., qui permettent aussi de protéger certains fonds d'investissement qui se déploient dans les pays en développement. Mais voilà, c'est un sujet tellement important. Mais voilà, néanmoins, voilà, il y a pas non plus de martingale. C'est-à-dire que sur un fonds de private equity d'infrastructure, tu investis dans une boîte. Donc si tu vas chercher plus de 10% de rendement, c'est qu'il y a un risque de perte en capital. À contrario, tu vois, il y a un sujet qu'on aime bien en fonds de portefeuille en assurance vie. C'est un des rares, à ma connaissance, à être éligible en assurance vie. C'est GF Infrastructure, qui est une unité de compte en fait de chez Generali, qui vise effectivement 4%. On est effectivement voilà sur de l'infrastructure core très stabilisée. Voilà, enfin c'est des sujets en fait assez solides avec, je pense, un risque extrêmement limité de perte en capital. Ok, donc si on fait un petit peu une sorte de zoom out de ces trois grands domaines d'activité, est-ce que tu dirais dans l'approche qui est celle d'un investisseur de se dire, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus avantageuses pour certains types d'investisseurs par rapport à leur statut, leur position, leur intérêt, plutôt qu'un autre quand ils doivent se décider, ou est-ce que tu serais vraiment à la base sur la démarche plutôt justement de diversifier un peu sur ces trois grands types de classes d'actifs non cotés? Effectivement, ces trois grandes classes d'actifs présentent néanmoins des niveaux de risque assez différents et donc on peut avoir, en fonction du profil, de l'appétence au risque des investisseurs, notamment sur AlphaCap, intérêt à leur proposer tel ou tel sujet. Typiquement, je considère que le monde du private equity s'adresse plutôt à des investisseurs que je qualifierais d'équilibrés ou dynamiques, parce qu'effectivement le risque de perte en capital est assez conséquent et c'est des sujets effectivement qui sont assez complexes aussi à appréhender. Par rapport notamment à l'immobilier et à l'infrastructure, où un investisseur entre guillemets qui est pas forcément un expert, enfin tu vois, j'en sais rien, un chirurgien qui a peut-être un peu d'argent à dépenser mais qui a aucune notion entre guillemets du business, comprendra plus facilement la notion de l'immobilier et des infrastructures que le domaine du private equity. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pareil, en fonction de l'objectif patrimonial des investisseurs, on va aussi avoir tendance à choisir tel ou tel sous-jacent. Typiquement, le private equity est purement une solution de capitalisation. C'est-à-dire que si tu veux des revenus complémentaires, si tu veux des revenus réguliers, c'est peu probable de pouvoir aller en chercher en private equity, sauf, on n'a pas trop parlé, mais utiliser ce qu'on appelle les fonds de dette. Donc, ils vont pas investir en fait en capital, en action, mais qui vont investir en dette avec ce qu'on appelle un coupon, un taux d'intérêt, et donc ils vont pouvoir rémunérer régulièrement les investisseurs avec ces coupons, ces taux d'intérêt. Mais c'est vrai que les sujets, par exemple, immobilier et infrastructure, qui sont mécaniquement en fait des sujets plutôt de rendement,
sont beaucoup plus faciles pour structurer des solutions d'investissement avec des revenus complémentaires, que ce soit les SCPI dont on a parlé. Il existe aussi des OPCI, des organismes de placement collectif dans l'immobilier, grand public ou professionnel, qui pour certains peuvent proposer effectivement des distributions. Et nous, on travaille aussi notamment via Vatssilia Invest, qui est un PSI. On travaille aussi des émissions obligataires directement sur des sujets d'infrastructure où typiquement tu finances en fait des projets d'énergie renouvelable et tu as un coupon effectivement annuel. Et là, pareil, pour des investisseurs qui ont une recherche de revenus complémentaires, on considère effectivement que c'est parfaitement adapté, et en plus c'est souvent sur des niveaux de maturité qui sont un peu plus faibles. Enfin, t'as aussi naturellement les questions de diversification géographique en fonction de la volonté de l'investisseur de se diversifier ou non. C'est-à-dire que nous on considère aujourd'hui et voilà, enfin je suis extrêmement patriote. Tu vois, j'ai commencé comme ingénieur, mais avant j'ai fait mes classes préparatoires en fait dans l'armée de l'air, donc je connais un peu cet environnement, mais tout ça pour dire que je suis très patriote et je considère que la France est un très beau pays. Mais quand je parle effectivement investissement, je pense que c'est important de se diversifier sur d'autres territoires, sur d'autres monnaies. Et donc à ce titre, là encore, je trouve que typiquement le private equity offre voilà un très beau pouvoir de diversification géographique, d'autant plus sur des territoires, notamment aux États-Unis, en Asie, où tu peux avoir des niveaux de performance plus élevés effectivement que sur certains marchés français ou européens. Alors qu'à contrario, typiquement, tu vois, l'immobilier et les infrastructures sont quand même des marchés, je trouve, assez locaux. Enfin, moi, je suis beaucoup plus à l'aise de conseiller un investisseur sur un fonds d'investissement immobilier dont je connais effectivement le territoire d'investissement. Tu vois, typiquement, on déploie pas mal de fonds, notamment qui investissent en Île-de-France, sur Paris, dans les grandes métropoles françaises. On bosse avec Mata Capital, qui a aussi des équipes sur Lyon. Et donc là, les investisseurs sont en mesure de pouvoir se projeter, de comprendre, en fait, les tenants et aboutissants. Pareil, également sur les infrastructures, où tu l'as évoqué, hein, t'as un risque réglementaire, un risque politique, qui est, je trouve, plus facile à appréhender en Occident que dans les pays en voie de développement. D'accord, donc on met une bonne partie sur du sécure, on va dire, immobilier infra, et puis si on veut jouer un peu, si on veut chercher de la perf et pourquoi pas rêver sur sur du potentiel de gain, et ben on se met un peu plus sur du private equity, quoi, dans les très grosses lignes, quoi. Et dans les private equity, tu disais il y a distinguo dette et equity en termes de, voilà, on est quand même plus sécure sur de la dette parce qu'il y a une garantie, alors qu'il y en a vraiment pas dans l'equity. Si la boîte fait défaut, on perd tout, quoi. On perd tout, exactement. Et en plus en dette, pareil, c'est bien, c'est très complet comme interview, mais dans la dette, t'as aussi effectivement des sous-catégories, puisque t'as la dette senior, donc qui peut être opérée soit par des banques, soit maintenant de plus en plus aussi par des acteurs privés, donc avec des garanties effectivement sur la société, éventuellement les dirigeants. Ensuite, t'as la dette unitranche en fait qui est utilisée notamment dans les opérations de LBO, qui va être un mix effectivement à la fois de dette senior et de dette mezzanine. Et ensuite, effectivement, tu as la dernière catégorie qui est la dette mezzanine, qui est finalement elle, la dernière dette à être remboursée, donc qui présente un niveau de performance un peu plus élevé, mais toujours effectivement un niveau de risque moins élevé que celui des actions de l'equity, qui sont effectivement les actionnaires les derniers à être remboursés quand malheureusement une société est en difficulté. Ouais, c'est ça que tu avais dit au tout début de l'entretien. Tu disais que tu te spécialisais dans la dette mezzanine à un moment donné. C'est ce qu'on faisait notamment chez WeSeed Immobilier. Alors nous aujourd'hui, on a quelques investisseurs parce que bon, j'ai la chance d'avoir quasiment financé près d'une centaine de millions d'euros de promoteurs et de marchands de biens. Donc j'ai une modeste expertise du sujet. Et effectivement, aujourd'hui, on accompagne nos investisseurs qu'ils souhaitent à sélectionner les bons projets. Notamment, on a des partenariats avec des plateformes, notamment WeSeed ou encore un Hexago, où on vient ajouter un niveau de sélection supplémentaire aux plateformes pour aider nos investisseurs qu'ils souhaitent à s'exposer au crowdfunding immobilier, qui reste en sous-jacent intéressant, mais à prendre toujours avec précaution, parce que là encore, dans la mesure où on n'est pas sur un fonds, il s'agit de faire un très gros travail de diversification, parce que là tu peux avoir un risque de perte en capital qui est complet sur ce genre d'opérateur. C'est-à-dire que la dette mezzanine sur un petit promoteur régional versus la dette mezzanine sur une grosse ETI qui fait 50 millions d'euros de résultat net, il y a deux univers. Donc voilà, c'est pour ça que il faut toujours être vigilant sur les typologies entre guillemets de sous-jacents qui sont financés, et là encore sur le crowdfunding immobilier, c'est un très beau sujet, mais il n'y a pas de martingale. Si on offre 8 à 10% de coupons annuels, c'est parce qu'effectivement il y a un risque aussi associé non négligeable. Tu partages donc c'est un peu ces inquiétudes sur le crowdfunding immo à venir, où il y a eu beaucoup de captation d'épargne et assez peu de réalisation, et on pourrait faire face à des pertes importantes.
Ça reste en fait un environnement, je trouve extrêmement intéressant parce que les maturités effectivement sont assez courtes. Aller chercher 8-10% de coupons sur 12 à 36 mois, je trouve que c'est un super sujet. C'est pour ça qu'il y a eu autant de collectes. Après, la réalité, c'est que c'est des opérateurs qui sont souvent assez fragiles d'un point de vue de leur bilan. Ils peuvent être effectivement sujet à des variations, enfin du moins des variables exogènes comme on l'a vu le Covid ou la hausse des matières premières ou la baisse de la commercialisation notamment des opérations Pinel ou autres et donc résultat oui tu peux avoir un risque et je trouve que certains acteurs alors tu vois avec ceux avec qui on travaille typiquement WICID et Naxago sont très diligents et font preuve d'une grande transparence sur je trouve les retards ou éventuellement les pertes en capital. Je trouve que d'autres plateformes pourraient être un peu plus transparentes pour que les investisseurs aient une vraie vision entre guillemets du risque associé à ces opérations. Moi, j'ai connu quand j'étais en responsabilité chez WICID Immobilier des pertes en capital sur des opérateurs. Et la réalité, c'est que la capacité à récupérer un peu d'argent, elle est très 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 faible. D'accord, ouais, de par nature, quoi. Ok. Super. Ben je voulais peut-être terminer cette boucle juste pour mentionner un petit peu la crypto et après je te libère, je te promets. Merci pour ton temps encore une fois. Mais globalement, et c'est vrai que c'est un sujet en tant que tel qui mériterait beaucoup plus de temps, mais comment est-ce que tu vois les cryptoactifs intégrer de la gestion de patrimoine dans un portefeuille? Est-ce que tu vois des changements? Où est-ce que tu vois les perspectives? Comment vous jouez les cryptos si jamais vous en conseillez? Enfin, pas les cryptos en tant que tel, mais l'univers, si tu veux, des cryptoactifs dans la construction d'un portefeuille. Alors nous sur AlphaCap, comme je t'ai dit, on est en train finalement de devenir une plateforme spécialisée dans le non-coté, mais plus globalement dans les investissements alternatifs, puisqu'on fait ce travail de sélection des fonds d'investissement. Les investisseurs peuvent souscrire de manière digitalisée dans ces sujets, et comme on a tout digitalisé, forcément on a moins de frais, donc on peut aussi optimiser les coûts et donc réduire les frais pour les investisseurs. Ensuite, on a eu envie, parce qu'on avait pas mal de demandes également sur le sujet crypto, de créer en fait une filiale qui s'appelle AlphaCap Digital Asset Management, qui est dédiée à la gestion sous mandat de portefeuille 100% crypto et c'est lié en fait à l'expertise de mon associé Baptiste Saint-Martin qui a fait partie des premiers mineurs sur le territoire français puisqu'il a démarré en 2011. Donc tant mieux pour lui, il a moins de problématiques financières que moi. Mais au-delà de ça, il a participé à l'ICO d'Ethereum, il a accompagné beaucoup de projets et c'est en plus une personne qui a une expertise assez atypique, c'est que à la fois il est très bon techniquement, c'est un vrai geek sur la dimension crypto et c'est quelqu'un en fait qui a une très forte expertise réglementaire puisqu'il a fait sa carrière chez PwC, chez Pricewaterhouse et donc en fait il a audité des fonds d'investissement, il a immatriculé des fonds, il a assuré les missions de secrétariat général et des RCCI effectivement chez Mata Capital et donc voilà c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux sur la dimension réglementaire et en plus qui a une vraie conviction sur les cryptos. Et je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt un bon atout vu ce qu'on a vu sur FTX. Et donc nous ce qu'on a structuré sur AlphaCap c'est de dire à des investisseurs si vous voulez en fait vous exposer aux cryptos plutôt que de le faire en fait tête baissée dans des plateformes où on a vu ces dernières semaines, derniers mois qu'on a très peu de transparence sur la solidité de ces plateformes, sur le risque de contrepartie. Eh ben, on vous propose de pouvoir vous exposer aux cryptos en nous déléguant la gestion de votre portefeuille crypto, mais vous restez toujours propriétaire de vos actifs et vous choisissez effectivement le profil de gestion que l'on va déployer. Et pour que vous soyez toujours propriétaire de vos actifs, eh bien, on va utiliser un conservateur régulé par l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire que c'est pas AlphaCap Digital Asset Management qui détient les actifs et dans son bilan on n'est pas un risque de contrepartie. En gros demain si la société fait faillite, à n'importe quel moment l'investisseur et même d'ailleurs au sujet de ses descendants, parce que ça c'est un sujet qu'on omet de dire, mais demain tu te crames en scooter, si tes descendants, ton époux, ton épouse ont pas tes codes, t'as plus accès à ton portefeuille. Et donc on a effectivement une solution qui est extrêmement robuste en fait d'un point de vue techno et d'un point de vue réglementaire pour vraiment effectivement ségréguer cette détention. Et donc pour répondre à ta question, nous on considère qu'aujourd'hui les cryptos sont un peu un actif de super croissance. On a vu que c'est effectivement corrélé quand même à la tech américaine. Néanmoins, c'est un actif de super croissance qu'il est nécessaire d'avoir en petite proportion dans son allocation financière. Il y a une très belle analyse en fait qui a été faite et on pourra la mettre effectivement dans le lien du podcast si tu veux, qui a été faite par Fidelity, qui compare en fait un portefeuille d'un bon père de famille américain standard, tu vois, 60% d'obligations, 40% d'actions. J'ai les dates entre 2015 et octobre 2022, et en fait qui essaie de voir quel est l'impact de mettre 4%
de Bitcoin en fait dans son portefeuille d'allocation financière. Et en fait, ce qu'on constate en fait sur cette durée, donc entre 2015 et 2022, c'est qu'avec 4% en fait de Bitcoin, tu passes en fait d'une performance moyenne de 6% à 21%, ce qui est quand même, qui est quand même assez impressionnant. À contrario, en fait, ton niveau en fait de perte maximale, ton max drawdown comme on dit en fait sur les marchés, passe effectivement de 21 à 23%. Donc en fait, la volatilité, pareil, en fait, est pas forcément augmentée de manière significative, puis tu passes de 9 à 10% en termes de volatilité. Donc la conclusion de ça, c'est que en mettant un tout petit peu de crypto, finalement, même si tu finis à zéro sur ton portefeuille crypto, globalement sur ton portefeuille, c'est quasiment insensible. Par contre, si effectivement ce Bitcoin, cette petite allocation crypto, fait du x2, x3, x4, x5, voire plus, en fait, ça viendra doper la performance globale de ton portefeuille. Donc aujourd'hui, j'ai envie de considérer que ne pas en avoir dans son portefeuille sur ces ordres de grandeur est presque en fait une erreur de stratégie, c'est passer à côté d'une opportunité que les investisseurs institutionnels d'ailleurs ont bien saisi, puisque malgré cet hiver des cryptos que l'on connaît depuis bientôt un an, en fait, il y a Coinbase qui a fait une enquête sur 140 investisseurs institutionnels aux États-Unis et 62% d'entre eux en fait indiquent avoir augmenté leur position en crypto sur les 12 derniers mois. Donc voilà, il y a voilà un vrai shift en fait de ces investisseurs institutionnels, même des single family office, on croise même des single family office, des grandes familles françaises parmi le top 5 qui ont maintenant leurs propres équipes en fait dédiées à la crypto et qui effectivement se positionnent sur cet environnement, sachant que nous on essaie de le faire comme on fait un peu dans le private equity, c'est en essayant d'avoir une approche d'analyse aussi fondamentale, c'est-à-dire quels sont les projets derrière en fait ces cryptos, est-ce qu'il y a des vraies utilités. Typiquement, on sait que l'Ethereum est très utilisé notamment sur les smart contracts, qui sont très utilisés notamment sur les technologies financières. Par exemple, tu vois, nous sur AlphaCap et Mata Capital, on a digitalisé la tenue des registres des fonds d'investissement que l'on gérait. On a aussi des sujets beaucoup plus sociétaux. Tu vois, t'as notamment en Éthiopie, ils ont utilisé Cardano pour pouvoir certifier notamment l'ensemble des diplômes de l'enseignement supérieur. Donc, tu as effectivement aujourd'hui des utilisations concrètes des cryptos. Quant à savoir laquelle des cryptos va effectivement devenir incontournable, c'est tout le travail en fait des gérants qui passent 5 jours sur 7, 12 heures par jour pour screener le marché, pour rencontrer effectivement les porteurs de projets et identifier au-delà des grandes cryptos, Bitcoin, Ethereum, les small cap et les mid cap qui ont un intérêt et qui ont un potentiel de revalorisation effectivement sur le moyen long terme. Donc voilà comment on l'aborde. Et comment on invite des investisseurs quand même à être prudents sur ces actifs qui est quand même extrêmement volatile. C'est pour ça que on dépasse rarement les 4-5% d'allocation en fait financière. Et on a voulu aussi un ticket d'entrée qui soit quand même assez faible, puisqu'en fait on a un ticket d'entrée sur l'offre de gestion sous mandat qui est à partir de 25 000 euros. Donc ce qui nous permet pour des investisseurs qui ont quand même déjà un certain patrimoine néanmoins, mais de pouvoir quand même se diversifier et pas prendre un risque démesuré sur ce sujet. Et on verra effectivement jusqu'à où le Bitcoin en fait redescend, mais quand tu regardes en fait les dernières années en fait à chaque fois effectivement que le Bitcoin est redescendu et commençait un peu à toucher son coût de production, t'avais un peu un choc d'offre, c'est-à-dire en fait les mineurs arrêtaient effectivement de vendre effectivement leur Bitcoin stocké et donc t'avais souvent effectivement un effet. Après on n'a pas de boule de cristal, ça prendra peut-être 5, 10 ans, 15 ans, mais nous on a une ferme conviction que la puissance de cette technologie sera effectivement intéressante et arrivera à maturité comme on l'a vu sur internet quand on parlera plus de crypto mais qu'on utilisera effectivement les cryptos pour effectivement un certain nombre d'utilisations dans l'environnement financier ou autre. Et si on veut anticiper, il faut aujourd'hui pouvoir s'exposer un peu à cette classe d'actifs. Et là, le véhicule avec AlphaCap sur la gestion sous mandat, donc ça veut dire qu'on investit dans un fonds qui lui-même va choisir en version stock picking. Alors non, c'est là la grande différence, c'est qu'aujourd'hui c'est pas une logique de fonds. En fait, on a d'ailleurs des investisseurs qui nous délèguent, qui ont déjà un portefeuille crypto, et en fait on est capable soit d'accepter des euros que l'on convertit en crypto, soit on accepte directement en fait des cryptos que l'on prend en gestion et que l'on commence à gérer. Donc c'est pas effectivement un fonds, c'est pas une structure juridique, et l'investisseur est toujours propriétaire en fait de ces cryptos, et donc forcément il y a aussi moins de frais, mais c'est simplement en fait nos gérants qui ont la main pour décider comment en fait ils structurent ce portefeuille de cryptos, et à n'importe quel moment l'investisseur peut décider de rompre ce mandat de gestion et donc de reprendre la main sur son portefeuille crypto, et donc ensuite on lui retransfère directement sur son wallet l'ensemble du portefeuille de crypto. Alors souvent après on va le transférer directement en stablecoin, ce qui permet d'ailleurs accessoirement d'un point de vue fiscal, c'est que l'investisseur qui investit à nos côtés en fait en crypto ne convertit pas en euros et donc ne constate pas de plus-value, ne passe pas par la case fiscale.
Ouais, il y a pas de taxation. Et donc sélection des actifs et conservation est faite directement par l'épargnant, ou est-ce que c'est le gérant qui s'en occupe? Non, on utilise en fait une société qui est PSAN, prestataire de services d'actifs numériques agréé par l'autorité des marchés financiers, qui est basée en France et qui opère effectivement cette mission en fait de conservation des actifs. D'accord, ok. Donc c'est du conseil sur cet aspect-là surtout en fait par rapport aux gérants qui vont chercher les valeurs. C'est ça le vrai service, la plus-value vraiment du service, c'est le conseil par rapport aux actifs que tu peux choisir. Ouais. Exactement. La plus-value, elle est vraiment, d'avoir des personnes qui viennent d'ailleurs actuellement dans l'environnement de la finance de marché, qui ont une vraie expertise sur la gestion de portefeuille, sur les questions de volatilité, sur les questions de prise de risque, de respect des ratios, et qui passent leur temps en fait à screener le marché avec en plus, un énorme biais d'informations entre les différentes cryptos, les différentes plateformes, et donc essayer d'optimiser cette approche. Super, donc on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent, qui veulent aller plus loin sur tous ces sujets? Je leur conseille le blog AlphaCap, qui est excessivement riche. On produit régulièrement des articles en fait très complets. On produit également quelques vidéos. Et après, pour ceux vraiment qui veulent aller sur des trucs très basiques, moi j'aime bien aussi des fois utiliser les graphiques de la finance pour tous. Tu sais, le site du gouvernement qui sur pas mal d'aspects sont intéressants. Et sur le private equity, il y a naturellement France Invest qui est voilà un peu la bible entre guillemets du private equity français, qui produit aussi pas mal de documents pédagogiques sur ces différents sujets. Et pour te joindre, c'est quoi le meilleur canal? LinkedIn, je réponds assez régulièrement, oui ou non, selon les opportunités, mais je réponds systématiquement. Ou non, ouais, selon les opportunités. Super, Souleymane, merci beaucoup pour ton temps. On va te libérer. C'était très très intéressant, très pertinent. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Paco, à très bientôt, bonne journée. À plus, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.